clic, 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 clic. Aujourd'hui, on parle de clichés. Mais oui, les clichés, tu sais, c'est un outil indispensable dans n'importe quelle histoire. Parce que, tu sais, on est comme... C'est drôle comment on est comme créature, hein? Mais on voit pas toutes les pièces du puzzle. On voit juste des ensembles. Fait que quand tu me dis, genre, je sais pas moi, un bum solitaire, j'ai tout un bagage d'idées qui se forment autour du bum solitaire. Pour moi, ça simplifie beaucoup ma compréhension de ton histoire. Mais en même temps, ça m'enlève tout un lot de finesse. C'est comme facile. Puis on fait ça beaucoup dans le jeu de rôle. Quand on raconte une histoire de jeu de rôle, il y a certaines facilités, il y a certains clichés qu'on utilise parce que c'est juste plus facile de dire c'est un château médiéval, imaginez un château médiéval, là, fait que vous rentrez dans ce château-là. Mais c'est un cliché, c'est un outil, ça nous permet de sauver du temps. Tout le monde a un imaginaire collectif, on sait où on se situe. Mais parfois aussi, on tombe dans la facilité. Puis je pense que quand on vit des aventures de jeu de rôle, on veut briser notre quotidien, on veut s'évader, on veut vivre quelque chose d'unique, de magique. Fait que je pense que ça vaut la peine d'essayer d'éviter certains clichés qui sont peut-être un peu trop faciles. Aujourd'hui, je vous présente mes 5 clichés que je vois trop souvent dans les parties de jeux de rôle et que j'essaye de briser, que j'essaye de retirer de mes parties, même si je les utilise encore très souvent. Mais c'est les 5 clichés qui me tapent ses nerfs, c'est subjectif, c'est mon avis à moi. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir le même avis, mais si vous ne l'avez pas, ben vous pétaille! En 5e place, on a la porte verrouillée. La fameuse porte verrouillée. On la connaît, je l'ai confrontée, je pense, dans mes 2 dernières parties de jeu de rôle. Tu sais, la porte méta. La métaporte. J'aime ça. La métaporte qu'on ne peut pas traverser, qui est impossible à déverrouiller. C'est parce que c'est une porte magique qu'il faut absolument que tu aies pogné la clé qui est dans le fond du donjon. Fait qu'il faut que tu visites tous les étages avant de pouvoir l'ouvrir. Je peux-tu essayer de la forcer? Non, non, non! Je peux-tu essayer de la débloquer? Non, 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 non! Je peux-tu lancer le sort qui débloque normalement les portes magiques? T'as pas compris, c'est une métaporte! Ce cliché-là, moi, je réalise qu'il me fâche pour différentes raisons. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette barrière-là sur le chemin des joueurs dans l'aventure. Il y a plein d'aventures classiques qui utilisent la porte magique qu'on ne peut pas franchir parce qu'il y a un boss derrière. Et donc, les joueurs doivent faire tout le petit chemin, à faire plein d'épreuves puis d'énigmes pour obtenir la façon conçue par l'aventure de déverrouiller la porte. Ça peut être un outil dans votre game de jeu de rôle. Je l'ai utilisé même dernièrement dans Pizzazz, le magnifique, ma petite aventure de Dungeon Crawl Classics que j'ai écrit récemment, qui se trouve sur notre boutique itch.io gratuitement. Allez voir ça. Mais je pense que le problème avec ça, c'est que ça brise la créativité des joueurs. Parce que vous allez constater que souvent, les joueurs vont juste passer une demi-heure à essayer de forcer cette porte-là. Ils vont dire je peux-tu passer en dessous? Non. Je peux-tu essayer de crocheter? Je peux-tu essayer de. T'sais, il faut, je pense, si vous utilisez une métaporte, que vous ayez en tête la possibilité qu'un joueur brise la porte d'une façon ou d'une autre s'il est suffisamment créatif. Et si les joueurs, ça ne les intéresse pas, tant mieux, passez à la suite de l'aventure, faites-les sauter dans tous vos petits cerceaux, mais je pense que si vous avez un joueur créatif, comme par exemple, moi j'avais un ami qui se trouvait devant cette porte-là, infranchissable, et qui avait le pouvoir de se transformer en brume. Il a dit, si je me transforme en brume, je peux-tu passer à travers? J'ai dit, oui, ok, tu peux. Je l'ai regretté parce que j'étais comme, oh mon Dieu, il y a mon boss derrière, tout ça, mais en disant oui, soudainement, ça a déclenché tout un lot de mésaventures qui ont fait que la partie était surprenante, intéressante. On était tous sur le bout de nos sièges. Donc, il s'est retrouvé seul contre le boss de la fin qui l'a, bien sûr, massacré. Mais c'était super intéressant parce que tout le monde a fait « OK, le boss se trouve derrière cette porte-là. Comment on fait pour y aller? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance-là qu'on peut passer en brume à travers la porte? » Fait que oui, il faut qu'il y ait des façons de contourner la métaporte. Il faut toujours qu'il y ait des options. Si votre puzzle, que ce soit une métaporte ou une métaclé pour ouvrir un coffre ou whatever, a une seule et unique solution, je pense que vous appauvrissez votre histoire. Fait que soyez ouverts. Deuxième cliché que j'essaye de retirer vraiment, là, mais c'est la princesse en détresse.
La princesse en détresse, c'est une créature, un personnage qu'on doit sauver, qui est souvent une femme, souvent jeune, souvent faible et sans défense, qui se retrouve dans une situation où elle ne peut rien faire et le groupe de joueurs doit aller la secourir. Moi, ce que j'aime moins dans ce cliché-là, qui est très, très, très utilisé dans à peu près plein d'aventures, puis c'est pas toujours une femme, parfois c'est un personnage ou ça peut être un ami du groupe, par exemple, un personnage non-joueur. Ce que j'aime pas de ce cliché-là, c'est qu'on prend un individu qui est conscient, qui peut réfléchir, qui a des qualités, des forces, des faiblesses, puis on le transforme en objet, finalement. Cette princesse-là, elle peut rien faire. Elle est juste là, puis même si vous attendez pendant des semaines, elle ne se libérera pas. Il n'y a pas rien qu'elle va faire pour avancer. L'histoire est vraiment juste un item sur la quête du groupe. Fait que c'est sûr que d'un côté idéologique, ça me dérange parce que souvent, c'est de réduire un personnage féminin à une fonction, à une objectification, finalement. Puis je trouve ça dérangeant, même dans des histoires fantastiques que je lis. Fait que moi, ce que je vous inciterais à faire, c'est de voir ce personnage-là en détresse comme un humain, ou peut-être pas un humain, peut-être que c'est un elfe, je sais pas moi, mais comme une créature vivante, consciente, à part entière. Fait qu'il peut aider, qui peut aussi, quand elle est secourue, ben, contribuer à la rescousse de l'opération. Fait que je pense qu'il faut vraiment débroussailler ça pour essayer de faire quel genre de personnage. Qu'est-ce que... Vous pouvez juste changer le truc puis faire... Est-ce que ça se peut que ce soit un grand guerrier qui est enfermé dans une tour, puis dès qu'on l'a libéré puis qu'on lui a retrouvé son épée, aïe aïe aïe, ça va brasser. C'est un ancien dieu qui a perdu ses pouvoirs, mais qu'une fois qu'on a brisé les runes, il va déchaîner sa fureur sur le monde. Est-ce un magicien qui n'a besoin que de retrouver son grimoire de sorts? Fait que c'est juste de sortir l'individu en détresse du rôle d'objet, puis lui donner des compétences, lui donner un libre arbitre, de lui donner la possibilité de ne pas vouloir être secouru aussi. De faire comme, moi je suis bien ici, excuse-moi, là, mais j'ai syndrome de Stockholm dans le tapis, fait que je vais rester si ça ne te dérange pas. Fait que, bref, briser ce cliché-là, c'est assez facile de le faire. Troisième cliché, super utilisé dans D&D, c'est le fameux MacGuffin. Fait que le MacGuffin, c'est un objet mystérieux, un peu vague, que tout le monde veut. Tout le monde veut le MacGuffin. On ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais c'est ça qu'il faut trouver. Fait que moi, ce qui me gosse avec le MacGuffin, puis pour la petite histoire, je pense que le terme a été nommé par Alfred Hitchcock, qui dit la plupart du temps dans un film d'aventure, c'est un médaillon, et la plupart du temps dans un film d'espionnage, ce sont des dossiers. On ne sait pas ce qu'il y a sur les dossiers, mais tout le monde veut les dossiers ou les microfilms. C'est ça, en gros, c'est juste l'objet de la quête. Moi, ce qui me gosse dans l'idée du MacGuffin, c'est que tout de suite, j'ai plein d'autres questions. Puis quand tu joues avec des joueurs qui sont un peu patenteux, tu vas voir que tu vas être inondé d'1 million de questions. Par exemple, pour tuer le dragon, vous devrez trouver la flèche d'or et le percer dans le cœur. Mais cette flèche est cachée. Là, il y a quelqu'un, il y a un fin finot qui va dire « Ouais, mais on ne peut pas tuer le dragon d'une autre façon. On ne pourrait pas lui donner du poison. On ne pourrait pas genre le stabber dans le cœur. On ne pourrait pas le faire tomber en bas d'une colline. Non, 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 non. Vous ne pouvez utiliser que la flèche d'or. » Tout de suite, ça nous ramène à la métaporte. On coupe les possibilités des joueurs. Il y a juste le MacGuffin qui peut être la solution à ce problème-là. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser le MacGuffin. Mais les deux choses qui peuvent vous aider, c'est de définir davantage les caractéristiques du MacGuffin. Par exemple, si c'est un dossier, parce que vous faites une aventure d'espionnage, vous pouvez être un peu plus précis sur qu'est-ce qu'il y a sur le dossier, quelle information on y trouve. Est-ce qu'il y a une autre façon d'obtenir ces informations-là? Dès que vous détaillez un petit peu plus l'objet de la convoitise des joueurs, bien, ça va stimuler leur imaginaire, puis ils vont peut-être trouver, encore une fois, des façons de contourner l'élément à trouver. Puis, je sais, peut-être que toute votre aventure est composée autour du fait que le dossier est dans une banque, puis vous avez toute la banque avec les tours de garde, des sentinelles, etc. Mais ça va valoir tellement la peine de définir un petit peu plus le MacGuffin, ses pouvoirs, puis des alternatives aussi à contourner cet objet-là, parce qu'au final, c'est juste une babelle. C'est juste... Des fois, c'est juste un procédé narratif, puis quand ça paraît trop, moi, ça me gosse. Le personnage ténébreux qui n'a aucune relation.
Fait que ce soit un joueur, que ce soit un boss, que ce soit un personnage, n'importe quoi, tu sais, la personne mystérieuse qui décide qu'il n'y a juste pas de parents. Elle n'a pas de parents, tous ses parents sont morts. Elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de collègues de travail, elle n'a pas de passé. Moi, ça me gosse tellement parce que ça appauvrit tellement le personnage. On a besoin d'avoir un point d'ancrage. Un humain a besoin d'avoir une toile de connexion sociale. Fait que même si vous êtes le mystérieux Aragorn, par exemple, ben Saint-Seigneur, vous avez quand même un passé, vous avez une ancienne amoureuse, vous avez des relations. T'sais, imaginez, Aragorn, c'est le personnage edgy par excellence, là, le mystérieux grand-pas qui vit dans une auberge. Mais Seigneur, il y en a des relations, puis il y a des amis, puis il a combattu, puis il connaît du monde, puis c'est ça qui est intéressant. Même chose pour « Je suis un tueur à gages et je ne connais personne. Je n'ai jamais connu l'amour. » C'est pas vrai. John Wick, il y a eu une femme, il y a un chien qui aime, il y a des amis assassins partout à travers le monde. Je veux dire, John Wick, c'est un bon personnage parce qu'il y a des connexions, parce qu'il y a des amis, parce que c'est un vrai humain de chair et d'os. Bon, c'est pas un vrai humain de chair et d'os, c'est un personnage joué par Keanu Reeves. Mais vous comprenez ce que je veux dire, bon sang! Fait que oui, si vous avez l'intention de jouer l'espèce de personnage ténébreux, au moins, pensez à son parcours. Y a-tu travaillé avec du monde? Y a-tu tué des bébés avec des amis, puis ces amis-là sont à quelque part, puis il va peut-être les revoir, tu sais? Ça peut être très edgy, vous pouvez le faire si c'est votre style, mais au moins, donnez-lui des copains. Des copains assassins edgy. Mon dernier point, c'est le Big Boss qui a des pouvoirs, qui n'utilise pas les règles du jeu. Moi, personnellement, quand j'étais jeune et que j'étais joueur de Donjons Dragons, puis que j'étais soudainement confronté, par exemple, avec le boss qui venait nous voir, il venait nous agacer, il venait nous voir sur le bord du camp en faisant « J'ai entendu dire que vous vouliez m'arrêter, vous n'y arriverez jamais. » Puis là, dès qu'on sort nos épées ou qu'on vient pour lui lancer un sort, il disparaît. Je suis comme, il disparaît? Vraiment? Il disparaît genre téléportation, somatique, gestuelle, verbal, tu fait le... Non, il est juste disparu. Ça me rend dingue! Si vous avez un personnage qui agit en dehors des règles du jeu, je peux comprendre, des fois c'est pour le fun, c'est la règle du cool, puis on veut pas perdre notre boss, mais on veut l'exposer, mais on veut pas qu'il soit trop en danger. Mais si vraiment vous faites juste le faire apparaître puis disparaître par magie, c'est tellement frustrant pour les joueurs. Et encore une fois, ça enlève leur libre arbitre. Ça enlève leur possibilité d'être malin, d'être rusé, de tendre un piège. Je vais vous donner l'exemple. Strahd von Zarovich. Strahd von Zarovich, dans La Malédiction de Strahd, c'est un méchant qui est ultra puissant, qui a le contrôle d'à peu près tout le territoire autour. Et ça peut être tentant de justement vouloir le faire apparaître puis disparaître soudainement, ou de genre, les joueurs essaient de l'attaquer, mais non, il n'est déjà plus là. Mais je pense qu'au contraire, ça peut être d'autant plus satisfaisant de vraiment rouler une rencontre avec Strahd Zarovich, même si vos joueurs sont niveau 1 ou 2, puis de vraiment rouler Strahd avec son stat block de jeu. Ça va montrer à quel point il est puissant, puis ça va aussi donner une chance aux joueurs d'essayer des choses, puis peut-être de découvrir par leurs actions certaines faiblesses du vampire, de cette créature-là. Fait qu'au final, la plupart de ces clichés-là, la façon simple de les éviter, c'est de toujours garder en tête qu'il faut que même si ces clichés-là sont présents dans votre partie, il ne faut pas que ça nuise à la liberté créative des joueurs. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant quand on vient jouer à D&D. C'est on veut essayer des choses, on veut bidouiller, on veut trouver des chemins de travers, on veut trouver des raccourcis. Fait qu'il faut laisser toujours des options. Soyez pas trop rigide avec vos quêtes qui tournent autour de ces différents éléments-là, parce que vous risquez, sinon, d'un petit peu limiter les choix des joueurs, d'appauvrir votre aventure et le plaisir qu'on va vivre à la table. Et là-dessus, Internet, je vous dirais, vous, c'est quoi votre cliché préféré dans Donjons Dragons? Il y en a tellement! C'est dur à choisir, mais en même temps, on n'y échappe pas. Les histoires sont faites de clichés, et moi aussi. C'était une bonne fin ou c'était une fin un peu cliché?